Donc ce qui est beaucoup plus important ici, c'est que comprennent les causes qui sont à la base de ceux qui tiennent à couper notre Congo. Ils l'ont déjà fait au Soudan. Il y avait un seul Soudan. Vous avez les nord qu'on appelle Soudan et les sud qu'on appelle Sud-Soudan. Donc, selon leurs calculs, les prochains pays, c'est les nôtres. D'où cette guerre qui est à l'Est. Ce n'est pas fait au hasard. On entretient ce qu'on peut appeler la stratégie du chaos pour qu'on perde des repères et un jour qu'on nous amène un projet qu'on nous impose en disant « Vous êtes fatigués, c'est ça la solution pour résoudre la crise congolaise, c'est couper le Congo, 3, 4 ou 5 États. » Et les discours, c'est quoi? Le Congo est grand, on ne sait pas le gérer. Mais ce qu'ils ne veulent pas dire, l'Algérie, l'Amérique, la Chine, c'est aussi des grands pays. Mais pourquoi ils gèrent mieux ces pays, donc les Chinois, les Américains, les Algériens, et pourquoi les Congolais ne peuvent pas gérer le Congo? Cela m'amène à expliquer certaines causes. Ce n'est pas tout, peut-être il y a d'autres qui pourront en venir peut-être après 5 ou 10 ans, donc je vais vous donner une partie des causes. La première cause de ce qui nous arrive, ce sont des mutations économiques provoquées par ce qu'on appelle la révolution numérique, l'évolution de l'informatique, révolution de quoi, de finances internationales. Cette révolution a fait à ce que ceux qui étaient puissants, donc les puissances occidentales, ont perdu une partie du monopole et de l'argent et de la violence. Ils étaient les seuls à dicter, et la Russie dans les temps, à dicter la voie suivie par le monde. Et cela a entraîné un basculement du monde de l'Occident vers l'Asie-Pacifique. Aujourd'hui, les bonnes affaires ne se font plus en Europe, les bonnes affaires se font dans ce qu'on appelle l'espace Asie-Pacifique. Ça signifie l'Inde et la Chine, la Corée du Sud et d'autres pays d'Asie-Pacifique. Ces mutations économiques, ces basculements du monde de l'Occident vers l'Asie-Pacifique a eu un impact sur le contrôle des matières premières, ce qu'on appelle la guerre économique. Donc, comme il y a de nouvelles puissances qui émergent, comme la Chine, elle a besoin du pétrole, elle a besoin de fer, elle a besoin du cuivre pour son développement. Ils sont à la recherche des matières premières. Et la plupart des matières premières se trouvent en Afrique. Il y en a aussi en Russie, mais les Russes protègent les matières premières. Il n'y a que l'Afrique qui ne sait pas protéger ses matières premières. N'importe qui peut venir, quelquefois, les prendre gratuitement. C'est ainsi que l'Occident, voyant perdre la main sur l'Afrique, ils ont créé, je dirais, un peu de guerre pour affronter surtout la Chine. Donc la guerre que nous connaissons aujourd'hui, c'est une guerre économique pour le contrôle des matières premières entre les anciennes puissances occidentales et les puissances émergentes des autres, la Chine et autres puissances qui ont émergé. Et tout se passe en Afrique. Il n'y a pas que le Congo qui est confronté à cette situation. Vous avez le Soudan. Si le Soudan est coupé en deux, c'est à cause du pétrole. Vous avez le Sud-Soudan, c'est une colonie américaine. Ce sont des compagnies pétrolières qui ont la même mise. Ce n'est pas un conflit entre Noirs et Arabes, bien que ça existait. C'est un conflit qui a été provoqué pour barrer la route à la Chine. Et parce que la plupart du pétrole que la Chine, donc, concernant le Soudan, donc l'Afrique, venait du Soudan. Donc la plupart des compagnies chinoises exploitent le pétrole du Soudan, et puis on les exporte vers la Chine. Donc il fallait couper ça. Et les puits de pétrole se trouvent au Sud-Soudan. Vous avez, pour ceux qui sont informés, les conflits entre le Nord et le Sud-Soudan. Quand je vous parle de la guerre économique, c'est pour que vous compreniez ce qui nous arrive à l'est du pays. En fait, toutes ces puissances, ayant peur que la Chine mette la main sur les richesses du Congo, on a provoqué la guerre, on a armé le Rwanda,
l'Ouganda par l'administration occidentale avec le soutien de l'administration Clinton. D'où la guerre de l'AFDEL. Ce n'était pas, je m'excuse d'être un peu très dur, ce n'était pas une guerre de libération en quelque sorte, c'était une guerre économique qu'on utilisait à travers nos frères rwandais et ougandais et autres. Mais la réalité est que ce sont les puissances occidentales, les multinationales, qui veulent mettre la main sur nos richesses, mais en utilisant l'Ouganda et le Rwanda. Au moment où, parce que la guerre a commencé avant Obama, sous Clinton, Obama accède au pouvoir en 2008. Vous connaissez un certain Herman Cohen. Cohen a présenté un plan à Obama pour mettre fin à la guerre à l'est du pays. Et Obama a eu les documents sur sa table. Et Cohen disait quoi dans son plan? Il disait à Obama, l'administration américaine, si on veut mettre la fin à la guerre à l'est du pays, il faudrait que les Kivu et les Rwanda soient sous contrôle, pardon, les Kivu, le nord et le sud Kivu, soient sous le contrôle du Rwanda. Il donne une explication, il dit, c'est parce que du fait que le Rwanda a fait longtemps au Congo, il a créé des réseaux, donc il ne pourra pas quitter facilement le Congo. Dans ces conditions, il faut laisser les Rwandais exploiter, mais payer des taxes, des impôts à l'État congolais. Mais en dehors de Cohen, il y a eu aussi parmi les politiques qui c'est Sarkozy. Je pense qu'il avait fait un discours aussi en disant que le Congo peut partager ses richesses avec le Rwanda. Et nous, à Kinshasa, on avait protesté. Mais comme en Occident, c'est que les politiques parlent, ça ne vient pas nécessairement d'eux. Ça vient des penseurs. Ça vient des milieux d'affaires. Il y a eu deux penseurs, un américain et l'autre sud-africain. Ils ont publié un article que le Congo n'existe plus. Au lieu de tenter de reconstruire ce pays, il faut le couper en morceaux. Ils ont commencé à écrire dans des journaux, dans des revues scientifiques, pour soutenir leur thèse. Il y a eu aussi une autre dame qu'on appelle Marina Attaway, qui travaille avec l'Institut Cato. Cato, c'est un think tank américain qui s'occupe de réflexion, mais très souvent qui donne des orientations sur la politique internationale. Attaway est arrivé à une conclusion en disant qu'il faut laisser les Congolais se battre jusqu'à ce qu'ils se fatiguent. Quand ils vont se fatiguer, ils vont accepter les plans. Ce qu'on peut appeler la stratégie du chaos. Donc, Attaway, le Cohen, Sarkozy, mais aussi les Rwandais. Depuis Mobutu, nos frères rwandais lorgnent toujours sur les Kivu. Dans leur conception, ils estiment que le Kivu fait partie de l'ancien royaume Rwanda. Il y a certains historiens européens qui sont cette thèse. Donc, ce qui explique aujourd'hui, à travers le monde, partout où vous passerez, on vous dira que le Congo est trop grand, il faut le couper en morceaux. Donc, ces causes ne dépendent pas seulement du Rwanda, mais ce sont des causes provoquées par les grandes mutations économiques issues de la révolution du numérique et de l'informatique. Donc, nous devons nous préparer à résister, mais nous préparer aussi à attaquer. Parce que quand vous résistez, vous finirez par abandonner. Donc, il faut se préparer à résister, mais aussi à attaquer. Je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de faire pour nous en sortir, ce qui est important, c'est vrai, il y a la dimension historique, il y a des acteurs, ce qui est normal, que les Occidentaux, après avoir décidé de couper l'Afrique
en 1885, estiment qu'aujourd'hui, ils ont encore les droits sur nous pour redessiner la carte de l'Afrique, redessiner la carte du Congo. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de s'organiser et de savoir comment s'en sortir. Que les Congolais s'organisent pour créer une masse critique. L'Occident ne comprenne que quand il y a un rapport de force. Si vous êtes faible, on vous écrase. Si vous êtes fort, vous négociez. Mais comme nous ne sommes pas armés, notre seule arme, c'est le peuple. Quelquefois, je vois nos amis qui parlent de développement en disant on vient nous aider pour nous en sortir. Est-ce que c'est normal, quelqu'un qui est venu, qui a fait le commerce d'esclaves, la tête négrière, qu'on a vendu en Amérique, quelqu'un qui a fait la colonisation, la même personne, bien les enfants de ces gens-là, arrivent aujourd'hui pour vous demander de vous développer, vous croyez? Ça pose un problème, la lucidité. Je pense qu'il faudrait libérer l'imaginaire du Congolais, donner confiance aux Congolais. Nous sommes un grand pays, nous sommes un pays riche. Nous avons une mission, c'est de développer l'Afrique. C'est le projet du Congo. Ce n'est pas un projet que quand je vois beaucoup de politiciens ici, avec des petites tribus, le tribalisme, le clanisme, on n'avance pas. Le Congo a une mission, c'est celle de développer l'Afrique. Le développement du Congo partira d'ici. Il faudrait, vous qui êtes jeunes, que vous soyez conscients de ça. Ce qui se passe actuellement avec les Rwandais, Congo-Brazzaville, ce sont des petits problèmes, ça va passer. Vous devez penser à construire l'avenir. Et pour construire l'avenir, il faut être fier de vous-même. J'ai passé quelques temps en Amérique. J'ai vu des Noirs américains, quand vous parlez avec un Noir américain, vous disent « I'm American ». Et vous disent « c'est ça l'Amérique, this is America ». C'est un Américain noir. Mais quand vous venez chez nous, l'Africain n'a pas confiance en lui, n'est pas fier. L'Africain, le Congolais en particulier, est aliéné. Il faudrait désaliéner les Congolais. C'est ainsi que j'ai parlé avec les préfets concernant le livre de Mabika Kalanda sur la remise en question. Notre difficulté aujourd'hui, nous pensons avec des schémas intellectuels des autres. Il faudrait au niveau de l'enseignement aussi qu'on introduise aussi des penseurs congolais. Je ne pense pas que parmi vous ici, il y a des étudiants qui ont lu Mabika Kalanda. Qui a lu Mabika Kalanda? La remise en question. Qui a lu? Non, au moins vous êtes âgés. Les jeunes gens qui sont là. Personne, c'est pas normal. Mais quand on va vous demander qui a lu Jean-Paul Sartre, qui a lu encore parmi Gabriel Marcel, vous êtes les premiers à dire oui, on a lu. Mais il faut apprendre à connaître vos propres intellectuels, vos propres penseurs et philosophes. On ne peut pas penser l'avenir avec la pensée des autres. Donc ça, c'est le travail de l'enseignement, c'est le travail des professeurs, donner quelque chose à vos enfants pour libérer l'imaginaire, construire ce que j'appelle quelque chose de combat, que les gens aient confiance en vous. Quand vous sortez ici, vous dites « je suis congolais, je suis congolaise », il faut que notre pays joue un grand rôle en Afrique, il faut que les Africains, il faut que les Congolais travaillent pour que l'Afrique se développe. Malheureusement, on ne vous donne pas ça, et ceux qui sont malins, ils viennent nous manipuler avec des faux discours, des faux concepts, des fausses théories. Donc le moment est arrivé, pour la première fois dans l'histoire, ceux qui étaient nos bourreaux, l'Occident, a perdu les monopoles et de la vérité et de la puissance. Mais ce qu'il faut craindre, que l'Occident part. Demain qu'on voit les Chinois, qu'on voit les Indiens et les Arabes venir encore nous coloniser. Donc vous devez vous armer pour éviter toute domination étrangère. Vous devez vous préparer. Vous devez lire. Vous devez apprendre. Parce qu'il n'y a que la connaissance qui donne le pouvoir. L'argent vient après. Donc vous devez faire partie des moyens, vous qui êtes jeunes, je parle aux jeunes, ce n'est pas tellement un discours académique, c'est tellement ce qui est important, c'est vous transmettre ce message. Comment faire pour défendre ce pays, pour que demain, qu'on vienne
balkaniser le pays par d'autres personnes. Donc, l'avenir du pays est dans vos mains. Quand on parle de stratégie CAO, il y a certains spécialistes occidentaux, en ce qui concerne notre cas, qui essayent de créer des désordres. Et ces désordres qui vont créer les chaos font à ce que le peuple concerné perde les repères. Quand vous perdez les repères, ceux qui ont monté cette stratégie viennent avec vous imposer des solutions. Donc, ce sont des méthodes qui sont toutefois utilisées dans le monde occidental, surtout par ce que je peux appeler les capitalistes, qui veulent toujours mettre la main sur les richesses. Donc, nous ne sommes pas les seuls à connaître cette stratégie chaos. Regardez ce qui se passe dans le monde arabe. Dans le monde arabe aujourd'hui, l'Occident a mis en place cette méthode pour créer la confusion, les désordres au sein des pays arabes. Et l'objectif poursuivi, après cette stratégie du chaos, c'est redessiner la carte du monde arabe. Donc, ce sont des stratégies bien conçues, bien fignolées, avec des objectifs clairs. Arriver à redessiner la carte du monde arabe, et dans notre cas, arriver aussi à redessiner la carte du Congo en implosant, en faisant imploser le Congo. La liberté a un prix. Vous ne serez jamais libre si vous ne vous battez pas. Vous devez être les plus grands résistants, refuser la domination. Vous devez avoir ce que Lumumba disait toujours, l'essence de la liberté. La liberté, on ne viendra pas vous donner. Je prends toujours l'exemple de Lumumba, peut-être on ne l'avait pas appris à l'école. Lumumba avait une très belle femme, Lumumba avait une voiture, Lumumba avait une maison sur le boulevard, et ça y est encore là. Lumumba était un petit évolué, il avait des moyens. Il pouvait dire non, je préfère vivre à n'importe quel prix, l'essentiel, que j'ai ma voiture, que j'ai ma maison, que j'ai ma femme. Lumumba s'est sacrifié. Il est mort. Rien ne peut se faire sans sacrifice. Il faut que vous ayez ça dans votre tête. Vous voulez devenir grand, il faut des sacrifices. Je pense que tout est construction, ça viendra avec le temps, quand vous prendrez de l'âge, quand vous aurez accès à l'information, quand vous aurez accès à l'histoire. Vous comprendrez beaucoup de choses. Je ne sais pas si on vous parle de Simon Kimbangu ici, chez vous à la maison. C'est le plus grand prisonnier du monde. On ne parle pas de Kimbangu. C'est plus que Mandela. Pourquoi il est mort? Pour la liberté. Donc vous devez savoir, vous devez apprendre à mourir pour la liberté. Et refuser toute domination étrangère. C'est comme ça qu'on peut reconstruire un Congo fort, un Congo puissant. Prise de conscience, oui. Le peuple congolais est conscient. Vous savez, on a toujours tendance à dire que ces gens n'ont pas beaucoup étudié, ils ne comprennent rien. Non. Le peuple a le bon sens. Le peuple sait où se trouvent ses intérêts. Mais là, le drame, c'est d'avoir des élites, je dirais un peu, des mercenaires, des gens qui sont au pouvoir, que ce soit intellectuel ou bien politique, qui travaillent pour les intérêts des autres. Et ce qui est grave, sont ces mêmes personnes, c'est des intellectuels, qui sont des amis, des ennemis du Congo. Et quand on organise des conférences, ils sont les premiers à vous faire des menaces, à vous décourager, des Congolais. Et quand vous sortez les livres, vous leur dites, ça vient même des Occidentaux, ils disent non, c'est pas vrai. Parce que dans telle ambassade, on lui a dit, ce que Mulumba raconte, c'est une aventure. Mais comme on est aliéné, on croit. Nous, on a eu la chance
d'étudier avec ces gens. J'étais le seul noir en classe. Je vois mal quelqu'un qui était derrière moi quand on étudiait venir ici me donner des ordres. Je préfère être libre. Donc il faudrait cette dimension des choses qu'on doit donner à nos enfants, cette liberté de ne pas accepter n'importe quoi. Quand vous avez raison, il faut argumenter. Quand vous n'avez pas d'argument, vous vous taisez. C'est ce qu'on doit apprendre à ces enfants ici. D'être fiers, d'être libres. La liberté a un prix. Donc il faudrait qu'on puisse libérer l'imaginaire du Congolais, donner la fierté. Tous ces gens que vous voyez ici, des aventuriers occidentaux qui racontent leur vie ici, chez eux, ils ne peuvent pas le faire. Hein? Mais ils le font chez nous parce qu'on les laisse faire. Donc c'est d'apprendre, ne pas accepter n'importe quoi, qu'ils soient américains, qu'ils soient chinois, qu'ils soient indiens, qu'ils soient pakistanais, n'importe qui. D'abord le Congo et d'abord la liberté. Ça, c'est à nous de faire un travail pour construire notre monde, le monde que nous voulons. Il y a quelque temps, quand M23 négociait avec notre gouvernement à Kampala, Madame Robinson, c'est Mary Robinson, envoyée spéciale de l'ONU, a amené un document à nos négociateurs pour qu'ils signent, pour qu'on confie là où se trouve M23 la gestion. Je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration de François Mwamba. C'est pas sur RFI ou bien Radio Okapi. C'était passé inaperçu. Mwamba a dit on ne va pas accepter de signer ces documents. Même si on veut négocier pendant 10 ans, on le fera. Ça signifie quoi? Il y a de fortes pressions sur nos dirigeants. Mais ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts face à cette menace. Et si aujourd'hui vous voyez un peu, c'est parce que dès qu'on est informé, le lendemain, nous écrivons sur notre journal. Et quand les autres sages maintenant se rendent compte qu'on a dévoilé l'information, ils reculent. C'est vrai, il y a des complices, il y a des mercenaires, c'est vrai, il y a des patriotes qui tiennent face à cette machine capitaliste qui veut nous broyer. Donc, pour que ces patriotes tiennent encore, il faut que le peuple soit mobilisé à tout moment. Je pense que le jour où nos amis occidentaux, au moins ceux qui soutiennent la balkanisation, verront 10 millions de Congolais dans la rue ici, cette guerre va terminer. Ils vont changer de discours. L'Occident ne comprend que les rapports de force. Et nous devons intégrer ça dans notre manière de voir les choses. Nous pensons que tout le monde nous aime. Non. Chacun qui vient ici, Chinois, Américain, tout étranger qui vient ici, c'est pour ses intérêts. Nous devons apprendre à défendre nos propres intérêts. Nous avons passé une période très difficile. Avec cette guerre, on a perdu des repères. Il n'y a plus de valeurs de référence. Il n'y a plus de modèles. Donc il faut penser à reconstruire de nouveaux modèles. Et ça demande un travail beaucoup plus des intellectuels qui doivent produire une nouvelle pensée. Et cette pensée fera ce que les politiciens viennent se ressourcer. Parce que les politiciens n'ont pas le temps de réfléchir. Les politiciens passent à l'action, ils prennent des décisions. L'intellectuel est là pour réfléchir et orienter, éclairer l'opinion. Donc le problème de leadership, c'est un problème réel. Et tant qu'on n'est pas organisé pour produire nos propres leaders à tous les niveaux, il n'y a pas d'avenir. Nous sommes dans un monde aujourd'hui de grands ensembles. Toutes les civilisations, tous les pays, ou bien tous les continents qui ne s'organisent pas, vont subir. J'ai toujours pris l'exemple d'un pays, je prends la Guinée équatoriale. La population, on part de 500 000 habitants. Ils ont un chef d'État. Ils ont un gouvernement. Le président guinéen, il part en Chine. Il rencontre Xi Jinping, qui est à la tête de 1,4 milliard d'habitants. Qu'est-ce que vous représentez? Même pas un village. Mais si nous nous mettons ensemble,
la population de 2 milliards de personnes, donc toute l'Afrique. Là, quand nous partons discuter avec Xi Jinping, donc le président de l'État fédéral, quoi, donc pour l'Afrique, on va discuter avec les Chinois, nous sommes au même pied d'égalité. L'autre élément, je prends l'exemple de Kadhafi. Vous savez pourquoi Kadhafi a été battu? On a pris, c'est la France, l'Amérique, la Grande-Bretagne, presque toute l'Europe, contre Kadhafi. Kadhafi a été assassiné. Or, Kadhafi avec une armée très forte. Mais imaginez-vous s'il y avait l'État fédéral africain, si on avait une armée forte, vous pensez que les Européens pouvaient venir faire des ordres ici, en Libye? Ils allaient réfléchir 2 fois. Donc on a intérêt à nous mettre ensemble pour peser dans un monde en pleine imitation, où des grands ensembles vont peser demain. Ce n'est pas vous sortirez ici, je suis président du Congo, combien d'habitants? 80 000 habitants. Qu'est-ce que tu représentes par rapport à Obama, qui est à la tête de 400 millions d'habitants? Rien du tout. Mais sur le plan politique, économique, militaire, tu ne vois rien. Mais si nous nous mettons ensemble, avec 2 milliards de gens, avec une armée forte, une politique étrangère unique, je pense que d'autres vont essayer de nous respecter. Donc, nous devons tirer les leçons de l'histoire pour que l'histoire ne se répète pas. Et comment le faire? Il n'y a que l'État fédéral africain qui peut nous sauver. Pas nos petits États comme on les pense aujourd'hui. Dans les débats des élites congolaises, l'Afrique est absente. Pourquoi l'Afrique est absente? C'est parce qu'on n'a pas appris l'histoire de l'Afrique. Même pas du Congo, on ne connaît rien. On n'a pas une conscience historique. Pour ceux qui connaissent Franck Fanon, Mobutu répétait toujours cette phrase: le Congo, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve où? Ça suffit quoi? Le rêve congolais est le même que le rêve africain. Si le Congo est stable, je pense que l'Afrique est debout. C'est ça le message qu'il faut parler à nos frères intellectuels congolais. Il faut placer le Congo dans l'Afrique. L'Afrique, c'est le Congo, c'est capital. Quand vous faites un peu l'analyse de notre classe politique, ça le problème, il est composé de 3 couches. Ces 3 couches, vous avez d'abord les anciens évolués qui étaient à l'école coloniale, qui ont appris à servir l'ancien pays colonisateur. Ce qu'on appelle donc la première république avec les Mobutu. Vous avez la deuxième couche. Ce sont des Mobutistes, des jouisseurs qui ont trouvé ce que la Révolution avait donné, ils ont tout consommé. Vous avez la troisième catégorie, ce qu'on peut appeler ici les conglomérats d'aventuriers. Ceux qui sont venus avec la FDEL. Ce sont des élites mondialistes. Ils sont venus ici pour donner le Congo au capitalisme international prédateur. Mais ce qui est frappant, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez, il y a 3 pays qui vous réclament les élections, qui insistent. Vous avez l'Amérique, l'Europe, la Belgique, bien entendu. Faisons l'histoire immédiate. Qui ont fait la guerre à l'est de l'AFDEL. Aujourd'hui, les documents nous le montrent. Tout a été monté à Arkansas, chez Bill Clinton. L'objectif poursuivi, c'était les contrôles de matières premières. Ils ont réussi, mais nous est à corriger. Je pense que notre crise actuelle est liée, jusqu'à présent, l'Occident n'est pas parvenu à nous contrôler. Il faut qu'on soit lucide et rigoureux. Donc, c'est mon point de vue que je donne. Je ne veux pas dire que j'ai le monopole de la vérité. Quelles sont les sorties pour la crise? L'étudiant, l'élève qui me demande. Je pense qu'il faudrait que les Congolais soient eux-mêmes. Ça signifie qu'un peuple conscient, qui a une conscience historique. Nous commettons les mêmes erreurs parce qu'on n'a pas tiré les leçons de l'histoire. Quand vous regardez de plus près aujourd'hui, ce qui s'est passé ici, ça s'est passé du temps de Mobutu. Curieusement, ce sont les mêmes acteurs.
c'est toujours la même communauté internationale. Et vous connaissez l'objectif, parce qu'il y a des gens qui doutent ici. J'étais à Washington, au département d'État américain, pour ceux qui doutent de l'implosion du Congo. Malheureusement, je n'ai pas amené le journal là que j'ai publié le document. Une dame qu'on appelle Catherine, vous pouvez aller à l'ambassade américaine vérifier, elle était en charge de l'économie. Catherine, après avoir parlé de la bancarisation, elle m'a pris de côté. Elle me dit ceci: Monsieur Freddy, nous sommes inquiets pour votre pays. On ne voit pas les élites émerger. Ça vient. J'étais au département d'État. Parce qu'ici, on est en train de minimiser, parce que nous passons tout notre temps à se chamailler, parce qu'il faut accéder au pouvoir pour manger. Mais on ne voit pas les dangers qui guettent notre pays. Nous qui sommes au centre des informations, on prend ce courage de vous le dire. Je peux dire, beaucoup de gens me disent, oh, tu n'as plus populaire. Moi, je n'ai pas besoin de la popularité parce que je ne suis pas un politicien, je ne serai pas candidat. L'intellectuel est là pour donner l'information. Et c'est capital. Deuxième élément, pourquoi il y a des contestations après l'élection. Vous savez, dans notre imaginaire collectif ici, faire la politique, c'est manger. Et si tu es écarté de la mangeoire, mais c'est la mort. Donc, ou bien, ceux qui sont au pouvoir quittent, vous entrez, ou bien vous entrez pour manger. Parce que réellement, les gens faisaient la politique, on devrait régler les conflits. Ça fait la politique. Il y a des conflits, des pouvoirs, vous négociez, vous trouvez un compromis. Et ce compromis politique permet à ce que les sociétés vivent en paix. Chez nous, ce n'est pas le cas. Il y a des extrêmes. Ça prouve que l'école occidentale nous a tués. Nous pensons, nous réfléchissons, nous agissons par procuration. Regardons nos discours. On ne reproduit que les penseurs des autres. Ce que les Américains ont dit. Et là, quelquefois, j'ai dit ce que le Muzungu a dit. Vous voyez un peu, quand vous demandez aux gens, Muzungu anasema, Muzungu Mungu, c'est le blanc qui est plus fort, c'est le blanc qui a raison. Donc cet héritage colonial est resté jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il faut changer les paradigmes. Ça, c'est le travail des penseurs. Ils doivent produire une pensée congolaise, africaine, pour permettre à ce qu'on résolve nos crises. Ce n'est pas normal, après 20 ans, qu'on fasse sur place. Donc, il y a l'absence de la pensée. Et les politiciens se sont autoproclamés penseurs. D'où la confusion. Donc, il faut prendre du recul. Chacun peut avoir son point de vue et faire un débat de fond. Normalement, ces débats se devraient faire à l'université, ce n'est pas le cas. Quand vous demandez aux gens pourquoi ça ne marche pas, ah, vous savez, il n'y a pas d'alternance. Ah, vous savez, il n'y a pas d'élection. Ah, vous savez, il n'y a pas de droit de l'homme. Tout est construction. Il y a des pays où il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas d'élection, ça marche. Et nous qui faisons des élections chaque jour, nous qui aimons les élections, le pays est où? Ça, c'est une interrogation. Le pourquoi on tourne en rond, c'est capital. Ce n'est pas les politiciens qui peuvent poser la question. C'est l'intellectuel, les penseurs, les chercheurs, c'est l'universitaire. Or, notre université pose des problèmes. L'université est malade parce que la société est aussi malade. Nous sommes une société en crise. Nous devons beaucoup réfléchir pour éviter les pires à notre pays et les pires à l'Afrique. Nous devons apprendre à beaucoup lire. Nous, d'habitude, à Kinshasa, au Congo, nous faisons discussion sans avoir l'information. Faisons un effort, chacun peut avoir son point de vue, chacun peut avoir lu d'autres ouvrages et donner son avis. Parce que l'objectif ici, que ce soit le pour ou le contre, c'est arriver à ce que ce pays soit stable. Ce n'est pas normal qu'on soit très riche, un grand pays comme le nôtre, qu'on soit dans ces conditions. Et quand vous posez la question aux gens, oh, il n'y a pas d'alternance. Mais c'est une erreur d'analyse. Faites une analyse marxiste. Vous allez comprendre ce qui nous arrive. Nous sommes victimes d'un capitalisme prédateur occidental depuis 1885. Vous qui êtes intellectuel, revoyez les paradigmes.
qui a été mise en place par les penseurs européens en 1885. Là où on nous a mis dans une nasse. Nous pensons que nos problèmes doivent être résolus à l'extérieur et nous acceptons que les étrangers viennent nous diriger. Donc il y a un travail à faire pour changer de paradigme, pour déconstruire tout ce que l'Occident nous a mis dans notre tête. Nous réfléchissons par procuration. Nous devons commencer à réfléchir notre société. Nous avons des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les résoudre? Mais curieusement, on est content quand les problèmes perdurent. Ça profite à qui? C'est le peuple qui souffre. Et donc, comme vous le savez, la conférence de Berlin, qui s'est tenue du 15 novembre 1884 jusqu'au 26 février 1885, a été convoquée parce que les 14 puissances occidentales de l'époque se disputaient quoi? Le Congo. C'est pourquoi la conférence de Berlin a été convoquée. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Hollande, le Portugal, la Russie, la Suède, la Norvège et la Turquie. Ce sont les 14 puissances européennes qui se sont mis autour d'une table pour résoudre les problèmes Congo, qui devaient prendre les grands Congo. Donc, comme Freddy l'a dit, nous devons vraiment nous déprogrammer parce que nous avons appris à l'école que voilà, la conférence de Berlin, c'est pour diviser l'Afrique et tout ça. Non, c'était pour résoudre les problèmes Grand Congo. Qui prendrait le Congo? Un ami me signale. Ok, d'accord, merci. Et donc, vous pouvez à ce sujet consulter les ouvrages de Colin Legum, un panafricaniste qui a écrit un livre intitulé Congo Disaster, publié en 1961. Donc, quelle était la solution? La solution, c'est laisser le Congo comme une zone libre d'échange au profit de ces 4 puissances sous la supervision de Léopold II, le roi des Belges, au même titre que la Belgique, que se disputaient la Hollande, la France et la Grande-Bretagne. Donc, c'était une copie de la même situation que vivait la Belgique. Parce que la Grande-Bretagne, la Hollande et puis la France se disputaient la Belgique. Et ils ont dit, bon, laissons la Belgique comme une zone libre. Chaque puissance peut aller là se servir. C'est pourquoi Bruxelles maintenant est la capitale de l'Union africaine. Et donc, de l'Union européenne, excusez-moi, merci beaucoup. De l'Union européenne. Et voilà, c'est cette solution qu'ils ont transposée au Congo. C'est ça ce que j'ai découvert. Mais alors, je n'ai pas assez de temps pour aller en détail. Si nous revenons ici à nos jours, c'est pourquoi la guerre d'Isir de 1998 a été qualifiée de produit de la deuxième conférence de Berlin. En effet, les coltans congolais profitaient à toutes les puissances occidentales dont les multinationales se sont installées à l'est du Congo, y compris plus de 300 compagnies américaines qui sont présentes là à l'est du Congo, même aujourd'hui, installées au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. Voilà. Mais alors, pourquoi les États-Unis réclament-ils un certain droit d'ingérence en République démocratique du Congo? Pourquoi? Paraphrasant Staley, qui a dit que sans le Congo, sans les chemins de fer, le Congo ne vaut un penny. Nous pouvons paraphraser Stanley en disant que sans les capitaux américains, le Congo ne vaut pas une colonie. Pourquoi? Parce que sans les capitaux américains, Léopold II ne pouvait pas avoir fondé une colonie ici. Il est allé aux États-Unis emprunter l'argent de Rockefeller, Morgan. Vous connaissez ces banques qui sont encore opérationnelles au Congo. Et où sont les capitaux? D'où sont venus les capitaux de Morgan, de Rockefeller? De la traite des esclaves. Et donc, vous voyez, nous sommes kidnappés. Notre labeur aux États-Unis, aux Amériques, produit les capitaux pour les Occidentaux. Et puis, ils reviennent investir dans une colonie qu'on appelle le Congo. Voilà. Alors, me dire que les États-Unis n'ont jamais eu de colonies en Afrique, ça c'est faux. Parce que le Congo était en quelque sorte une colonie indirecte des États-Unis. Parce que sans les capitaux américains, il n'y aurait pas une colonie qu'on appelle la République démocratique du Congo.
Vous pouvez lire à cet effet l'ouvrage de Adam Hochschild, King Leopold's Ghost, c'est-à-dire les fantômes du roi Léopold II, et je passe parce que je n'ai pas assez de temps. Donc, oui, voilà, ok, d'accord. Oui. Alors, le président américain de l'époque, Chester Arthur, a soutenu ces projets, des projets coloniaux de Léopold II au Congo, non seulement pour trouver un nouveau débouché pour les investissements américains. Vous savez, à cette époque-là, l'American Congo Company a été établie à cet effet, mais aussi pour y ramener les Noirs américains au Congo à l'instar du Libéria. Donc, les Américains voulaient faire d'une pierre deux coups. Faire revenir les Noirs, les anciens esclaves, ici comme ils ont fait au Libéria, et puis exploiter les richesses de ces pays. Voilà l'intérêt des Américains à la conférence de Berlin. Alors, à la conférence de Berlin, John Kasson, alors ambassadeur américain à Berlin, s'est félicité du fait que c'était un citoyen américain. À vrai dire, un Britannique naturalisé américain, en la personne de Morton Stanley, qui a exploré le Congo pour justifier les droits d'ingérence américains au Congo. Et les historiens congolais comme Isidore Ndaiwel, Eli Kiambokolo et Georges Nzongo là, ont suffisamment évoqué ces faits dans leurs ouvrages. Mais je voudrais particulièrement attirer votre attention sur le livre du professeur Kabasu Baba Katulondi. Voilà. Voilà. Publié à cet effet dans le cadre de la New US Congo Project en 2013 et intitulé The Making of the Congo State in the US, a Forgotten Story. La fondation de l'État indépendant du Congo aux États-Unis, une histoire oubliée. C'est un livre de référence sur l'histoire des relations États-Unis-RDC. Mais j'ai eu l'impression qu'il véhicule une certaine nostalgie coloniale, chère à beaucoup de Congolais qui ne cessent de se lamenter que le Congo a eu la malédiction d'être colonisé par la Belgique. Et si seulement si le Congo a été colonisé par les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France ou l'Allemagne, notre destin serait autrement. À mon avis, aucun esclavage, aucune exploitation n'est moindre mal par rapport à un autre. Et merci. Et les anciennes colonies françaises et britanniques en Afrique sont-ils devenus des paradis par rapport au Congo de Léopold II? Vois-moi la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et donc, comme Freddy l'a dit, déprogrammons-nous. Déprogrammons-nous. C'est quoi cette manière de penser et prenons-nous en charge. Tous les ismes, à mon avis, ont échoué au Congo et en Afrique, à commencer par le christianisme, le colonialisme, la Banque mondiale, les FMI, les ONG. Tous ces mécanismes qu'on a mis sur place ici pour nous garder toujours à la quai de l'histoire ont échoué au Congo. Nous sommes seuls maintenant, l'homme noir, vous êtes seuls. Nous sommes seuls, personne ne s'occupe de nous, ni les missionnaires, ni les gens du FMI, ni la MONUSCO, nous sommes seuls. Mettez-vous en tête que nous sommes seuls. Nous sommes seuls face à notre destin et nous devons la prendre en main. Comme Mouzé Kabila l'a dit et Freddy l'a déjà cité, prenons-nous en charge. Et alors, nous ne sommes donc pas surpris qu'un groupe de policiers congolais récemment ait prié et supplié à genoux même le président Obama de leur envoyer un nouvel émissaire pour remplacer Ruth Feingold. Mais Ruth Feingold, vous savez ce qu'il a dit. Il a estimé, sur les ondes de la RFI, que la solution pour la RDC, c'est sa partition. C'est le changement de ses frontières. Alors, qu'est-ce qui prouve que le nouvel émissaire américain ne lui emboîtera pas les pas? Alors moi, je conclus que voilà comment certains Congolais se font avocats de la balkanisation de leur propre pays. Parce qu'il prie l'exploiteur de venir, de lui envoyer encore d'autres nouveaux émissaires, mais avec le même agenda. Déprogrammons-nous, Freddy a raison, déprogrammons-nous.
Voilà. Et alors, dans ma recherche, j'ai épinglé 4 grandes politiques adoptées par les États-Unis sur la RDC depuis le début de la fin de la guerre froide jusqu'à nos jours. Et les 4 épisodes de guerre en RDC causés par ces 4 grandes politiques américaines sur la RDC. Alors, cette introduction suffit de justifier pourquoi les États-Unis réclament un certain droit d'ingérence aujourd'hui en RDC, notamment les 4 grandes politiques américaines dont je vais citer tout de suite là. Il s'agit, 1, de la politique sur le cobalt adoptée en 1982. C'est pourquoi Mouzei Kabila, avec raison, avait déclaré qui refuse d'acheter le cobalt congolais. Qui? Les États-Unis ont adopté une loi de garder la mainmise sur le cobalt congolais et de ne jamais permettre à un autre concurrent, Chine soit-elle, de venir interférer là-bas. Cette loi a été adoptée en 1982. Et vous savez, Mobutu a régné ici pendant 32 ans. Il a gratuitement livré le cobalt aux Américains, à tel point que les réserves qu'il a données aux Américains se sont épuisées en 1997, ironiquement l'année où il a été renversé. Voilà. Et c'est ce parce que Mouzei Kabila a dit non, il ne voulait pas être un autre Mobutu, il était en problème. Et donc la loi sur le cobalt, sans le cobalt congolais, il n'y a pas de moteur d'avion, il n'y a pas de véhicule spatial, il y a quelqu'un qui a parlé de l'industrie militaire américaine ici. Ça dépend du coltan, du cobalt congolais. Donc sans les minéraux congolais, il n'y a pas une superpuissance qu'on appelle les États-Unis. C'est pourquoi ils doivent venir prendre ça gratuitement par tous les moyens nécessaires, y compris les guerres d'Isir. La deuxième politique, c'est quoi? C'est le plan Bechtel rejeté par Mouzei Kabila. Bechtel, c'est la plus puissante multinationale américaine. Quand Mouzei Kabila est venu ici, Bechtel a apporté un plan de soi-disant reconstruction du Congo que Bechtel a mis sur la table de Mouzei. Dit, nous allons exploiter les potentialités agricoles de la RDC, les minéraux, les infrastructures, tout ça. Et Mouzei Kabila leur a dit, vous voulez que moi, je livre tous les Congos à une seule compagnie américaine? Ça, c'est impossible. Ça, je ne vais pas le faire. Si Mouzei Kabila acceptait le plan Bechtel, il serait vivant aujourd'hui. Voilà, ça, c'est la deuxième politique. La troisième politique, c'est la loi Obama. J'ai oublié de dire que la première politique, la loi sur le cobalt, a conduit à la guerre de Kolwezi. Parce que quand les rebelles ont attaqué Kolwezi, et puis les Maroc, la Belgique, les États-Unis, la France ont intervenu militairement. Pourquoi ils osent même entrer dans notre arrière-cour et perturber la livraison du cobalt? Ça, c'était la guerre qui a coïncidé à la politique du cobalt. La guerre qui a coïncidé au plan Bechtel, c'est la guerre de 98. Parce que Mouzei Kabila a refusé ça. La troisième politique, c'est la loi Obama. La seule loi que Obama a promulguée, je ne dis pas promulguée, mais a proposé quand il était sénateur, c'est cette loi qui s'appelle loi sur l'intervention humanitaire au Congo. Obama. Et Hillary Clinton a soutenu ça. J'ai toujours dit, j'ai ironisé que sans le Congo, Obama ne serait pas président aujourd'hui et Hillary Clinton ne serait pas secrétaire d'État. Et pourquoi ils ont lancé cette loi? C'était un écran de fumée pour dire, bon, nous intervenons humanitairement au Congo, nous voulons aider le gouvernement congolais à faire face aux viols, aux massacres et tout ça. Mais cette loi dit que le gouvernement congolais doit garantir la sécurité du Rwanda et de l'Ouganda, surtout face aux Interahamwe et FDLR, tout ça. Et quand Kunda a écouté ça, c'était comme de la musique dans ses oreilles. Il a lancé la guerre du CNDP. Parce que les Américains les soutiennent déjà, ils disent, le Congo doit garantir la sécurité du Rwanda et de l'Ouganda. Alors Kunda dit, bon voilà, c'est la raison pour laquelle moi je lutte. Parce qu'au Congo, il n'y a personne qui peut garantir ça.
ce qui a conduit à la guerre du CNDP. Et alors la quatrième politique, c'est la politique sur la balkanisation. Ruth Feingold a déclaré sur les ondes de la RFI que la solution pour le Congo, c'est sa partition, c'est le changement de ses frontières. Et tous les officiels américains dont je connais, ils ont répété la même chanson. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur. Alors ça a conduit à la guerre du M23. La guerre du M23. Quand les M23 ont équipé l'Est du Congo, ils n'exploitaient pas les minéraux. Non. Ils voulaient se carver un territoire, se faire un territoire annexé soit au Rwanda, soit à l'Ouganda. Ils n'exploitaient pas les minéraux. Ils voulaient d'abord se faire un territoire. C'est dans le cadre de cette politique-là. Et vous savez, les hommes du M23 portaient l'uniforme militaire américain, ce qui est contre la loi des États-Unis. Voilà la quatrième politique et donc qui a conduit à la guerre du M23. Pour résumer, je tire la conclusion suivante. Pourquoi tant de malheur au Congo, tant de morts, tant de massacres, tant d'exploitation, tant de pauvreté? Parce que dans notre pays s'affrontent trois forces majeures. Nos anciennes puissances coloniales qui croient qu'ils ont encore un droit d'hiver au Congo par les seuls faits qui nous ont colonisés. Par exemple, quand nous avons signé les contrats avec les Chinois, infrastructures contre minéraux, Karel de Guiche, alors ministre des Affaires étrangères belge, est allé jusqu'à Beijing, poser la question au gouvernement chinois, disant « Montrez-moi les contrats que vous avez signés avec le Congo de Léopold II. » Bon, les Chinois lui ont dit « Bon, comment est-ce que vous êtes ministre des Affaires étrangères de la Belgique ou du Congo? Est-ce que le Congo est encore le Congo de Léopold II ou le Congo est indépendant depuis le 30 juin 1960? » Voilà. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est-à-dire quoi? Ce que j'appelle la loi de la dispossession. Nos anciennes puissances coloniales croient qu'ils doivent continuer de mettre la même mise sur nos ressources, notre patrimoine. Pourquoi? Parce que s'ils ne font pas ça, les usines en Europe seront fermées en une semaine, sans l'Afrique. Voilà parce que la France s'accroche à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens payent la facture électricité, eau, l'argent va directement en France. La maison, le palais présidentiel à Abidjan, c'est une propriété privée de la France et le gouvernement ivoirien est en train de louer ça. Toutes les compagnies contrôlent toute l'économie ivoirienne. Voilà pourquoi la France s'accroche. Parce que ça, l'Afrique, comme Mitterrand lui-même l'a reconnu, la France serait au XXe siècle au rang d'un pays du tiers-monde. Occupera la position d'un pays du tiers-monde. Ils le disent, ils le reconnaissent eux-mêmes. Alors, la troisième force majeure, c'est ça. Ce sont les pays émergents, la Chine et les autres, qui émergent et qui disent, bon, nous venons ici avec les principes gagnant-gagnant. Je suis d'accord avec ça, mais j'ai aussi toujours dit que le principe gagnant-gagnant n'exclut pas le fait que moi, nous, peuple congolais, nous demeurons encore les propriétaires numéro 1 de notre patrimoine. Gagnant-gagnant, c'est-à-dire quoi? Merci, vous m'apportez la technologie, moi je te donne ce que tu veux. Mais je peux décider de te donner un quart, trois quarts, moitié ou quatre quarts. La prérogative me revient toujours. Alors, attention avec gagnant-gagnant, ça pourrait aussi être un piège dans l'avenir. Mais en tout cas, pour le moment, gagnant-gagnant, c'est le moindre mal. Et alors dans ces cas-là, vous voyez ces trois forces qui s'affrontent au Congo, en Afrique, et qui créent cette instabilité-là. Partout où la Chine investit, par exemple en Libye, pourquoi Kadhafi a été renversé, assassiné? Parce que la Chine a investi là beaucoup d'argent. La guerre au Congo, parce qu'il croyait que, bon, comme Kabila a suivi sa formation en Chine, il est pro-chinois, nous allons perdre. En Centrafrique, la même chose.
la Chine a signé des contrats d'uranium. C'est pourquoi Bozizé a eu des problèmes. Au Mali, la même chose. Et donc, vous voyez que ces trois forces majeures s'affrontent au Congo. L'Occident a travaillé très sérieusement notre mental. Nous sommes formatés. Il faut déformater. On a l'impression que on ne comprend pas comment les choses marchent à travers le monde. L'Occident, l'Europe, est partie en Chine. Elle a pris la boussole, la poudre à canon, l'imprimerie, et autres inventions chinoises. La poudre à canon, l'angle de Chine, oui. Avec ça, l'Occident construit sa puissance. Parce que l'Occident est pauvre, l'Occident n'a rien. Les Chinois avaient tout ça, mais les Chinois n'ont pas colonisé. Vous devez vous poser la question, pourquoi l'Occident, la Chine qui avait toutes ces inventions, n'a pas colonisé? Et la Chine était la première puissance à faire le tour du monde. Bien que beaucoup de gens n'ont pas eu l'information. C'est la Chine. Des grands bateaux. Si vous partez au Kenya aujourd'hui, vous trouvez une descendance chinoise, avant que les Blancs arrivent chez nous. Mais comment l'Occident qui reprend ces inventions, les développe, il vient nous imposer. Aujourd'hui, ça fait 5 siècles de domination du monde occidental. Les cycles s'achèvent. Nous entrons dans d'autres cycles où d'autres civilisations émergent. Parce que pendant ces 5 siècles, il n'y avait que la civilisation judéo-chrétienne qui imposait sa volonté sur le monde. Aujourd'hui, les Chinois apparaissent, les Indiens, ils ne se réfléchissent pas comme les Occidentaux, tout comme les Indiens. C'est le moment que nous devons saisir pour tracer notre propre voie. La plupart de l'Occidentaux ici, je peux vous dire, ils peuvent être des amis, mais ne vous respectent pas. Ils nous disent que nous sommes très faibles sur le plan identité et caractère. On fait plaisir à n'importe qui. Hein? On fait plaisir à n'importe quelqu'un qui vient, un étranger qui vient dans les pays, on lui fait confiance. On estime qu'un étranger viendrait nous réconcilier. Et je vois des politiciens à la télévision en train de parler. Je prends un exemple précis. Le conflit Baluba-Lulua au Kasaï. Je pense pour la plupart des gens qui ne sont pas au courant. Il y a eu les Baluba-Lulua, c'est le même peuple qui vient du Katanga. Ils sont entretués pendant plusieurs mois. Après, tous les chefs coutumiers du Kasaï sont retrouvés à Lac Moukamba. On a chassé les politiciens, on a chassé les Blancs. Le peuple a parlé, on a trouvé une solution. Donc, il ne faut pas penser que si vous voulez avoir une solution, il n'y a que les étrangers. C'est là que je dis, on est formaté. Il faut déformater, il faut libérer l'imaginaire. Donc, je dirais, nous sommes victimes d'imitations économiques. Le monde est en pleine imitation. À Kinshasa, les gens ne sont pas attentifs. Et si vous tirez les leçons de l'histoire, il y a eu 3 révolutions dans le capitalisme. La première révolution, c'est la révolution commerciale. Comme conséquence, ça donne naissance à l'esclavage et la traite négrière. Et la révolution est partie de l'Europe. Deuxième révolution, la révolution industrielle. Ça donne naissance à la colonisation. Maintenant, il y a une 3e révolution. C'est la révolution de l'informatique, de nouvelles technologies. On ne sait pas ça va donner quel monde. Ce sont des imitations. Quand les Occidentaux ont pris la décision de venir faire la guerre au Congo, ils n'ont demandé ni aux Congolais, ni aux Rwandais, ni aux Ougandais. Ils ont tracé les lignes par rapport à leurs propres intérêts. Ils disent, ok, Museveni et Kagame, regardez notre plan. Vous devez l'exécuter. Ils ont exécuté les plans des autres. Donc ce ne sont pas des Congolais qui sont partis, ou bien les Rwandais sont partis chercher les Occidentaux, venez pour qu'on entre. C'est eux-mêmes qui ont proposé. Vous avez tendance à oublier. Selon certaines informations, la guerre de la Somalie, quand l'Amérique a été humiliée par les Chebab, ou bien Haïdi, un extrémiste, on a tiré les cadavres américains dans la rue, là, des militaires. C'était une honte. On a décidé de ne pas intervenir. Mais toutes les armes qu'on avait envoyées en Somalie, on les fait quoi avec? On a pris ces armes, on les a déplacées en Ouganda. Et c'est là est partie la guerre
du Rwanda et du Congo. Et vous devez savoir, l'économie occidentale a comme base l'armement, l'industrie d'armement. Tant qu'il n'y a pas de guerre dans le monde, l'industrie ne marche pas. Il faut qu'il y ait des guerres pour vendre leurs propres armes. Pour eux, c'est une marchandise. Mais nous pensons que c'est un outil qui donne la mort. Et c'est des marchandises. Tant qu'il y a des guerres, il faut les affaires. Ils ne viendront pas vous demander. Maintenant, le problème, c'est à nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vois des politiciens en train de se chamailler comme des enfants. Ils estiment que la démocratie va venir peut-être dans 5 ans, 6 ans. L'Occident n'a pas besoin d'une Afrique ou bien d'un Congo stable. Détrompez-vous. Tant que l'Occident est en crise, elle a besoin de matière du Congo d'une manière gratuite. Il ne viendra pas acheter ici. On est des naïfs. Vous voyez un Européen, un Américain qui est chez lui là-bas, il va vous dire non, je vais vous développer, je vais vous démocratiser. Et puis les gens croient en ça. Il y a un problème. Donc la balkanisation existe bel et bien. Ce que nous faisons ici, l'histoire pourra nous dire si on avait raison ou on avait tort. C'est à la classe politique congolaise, aux élites congolaises, de créer un front commun. Nous sommes dans un bateau titanique, ça va s'effondrer. Et personne ne sortira vivant. Et l'opposition, et la société civile, et les pouvoirs. Aujourd'hui, si on négocie très mal ce tournant de l'histoire, on dira que les Congolais ne comprenaient pas. Mais il y a des États qui ont disparu dans l'histoire. Hein. On a l'impression qu'il y a même des civilisations qui ont disparu. Ça me fait mal. Vous savez qu'à cause de la colonisation avec le problème, on a tué 40 millions de Congolais ici. 40 millions, un génocide. Aujourd'hui, on vous parle de 6 millions de Congolais. Prenons notre presse, prenons les hommes politiques. Qui en parle? 6 millions. On tue un Américain, vous voyez Obama parler. Ici, chez nous, personne ne parle. Je pense qu'il faudrait que l'opinion se mobilise. Parce que vous savez, quand vous êtes en dehors de la politique, la critique est facile. Hein. Vous dites, si moi je prends la place, je ferai mieux. C'est une erreur. Il y a beaucoup d'intérêts contradictoires. Je peux vous dire que même ceux qui pensent contrôler le monde ne le contrôlent plus. On a vu, il y a un autre monde qui se redessine. Peut-être d'ici 2030, ça va se stabiliser. On ne sait pas quelle puissance va donner le monde. Donc il faut dans ces mutations qu'on se prépare. Au lieu de passer des discussions un peu inutiles, vous discutez sur la démocratie, bonne gouvernance, vous perdez votre temps. Et ça, c'est une stratégie pour désorienter notre peuple. Regardez ici, combien de gens arrivent. Avant qu'on entre ici, il y a eu beaucoup d'enfants ici, nombreux, chez Tigo. Je ne sais pas si on les formait. Nous sommes arrivés avant, on a demandé de partir. Non, vous les politiciens, nous sommes fatigués. On a travaillé notre peuple, on les a désorientés. Maintenant, il faut faire partout moyen pour réorienter ça. Ça demande des sacrifices. Ça, c'est aux élites, aux politiques. Et on doit être ensemble. Nos divisions vont permettre aux autres de nous recoloniser et de nous balkaniser. Si vous ne le faites pas, vous resterez les esclaves des autres. Les Chinois demain, ils sont des amis, ils peuvent changer. Les Arabes peuvent changer. Et puis, vous ne tirez pas les leçons de ce qui se passe en Syrie. Est-ce que vous avez des informations? Comment voulez-vous, un État qui se dit démocratique, prend les armes, va donner aux rebelles pour chasser un gouvernement et vous dites non, c'est la démocratie? Non. Il faut mettre tous les termes là dans la poubelle et travailler pour que notre pays devienne normalement indépendant. Et ça dépend maintenant de nous. C'est l'imaginaire. Mais quand on parle ici, on va dans les ambassades, on commence à flatter, on fait de BI, on perd le temps. Donc, qu'on se prenne en charge, comme Mouzé l'avait dit. Prenez-vous en charge. Si on ne fait rien, ce pays sera balkanisé. Donc, je demande à l'opinion, aux intellectuels de se mobiliser. Et surtout à la presse. Je suis de la presse, je connais le niveau de notre presse. On passe le temps de difficultés entre les politiciens qui se chamaillent à la télévision. Et on ignore ce qui se passe à l'Est. Quand vous prenez notre presse écrite le matin, même audiovisuel, combien d'informations on donne à l'Est, à part Radio Okapi? Ne fût-ce que prendre ce que Radio Okapi met sur son site et placer dans le journal. On est incapable. Donc, si on veut changer, il faut changer la presse. Et la presse pourra permettre à ce qu'on ait une classe politique qui est capable de défendre les intérêts. Je pense que notre peuple est debout. On ne se trompe pas. On circule par-ci, par-là. On nous dit qu'il faut continuer. Et nous allons continuer jusqu'à ce que l'histoire ne se répète pas. 1885,
Ils viennent ici pour l'Afrique. On réussit le Congo. Nos parents, les grands-parents n'étaient pas à l'école. 1990. Nous, on a figuré comme ces gens. Et les petits-enfants reviennent pour rééditer l'exploit. Il y a un problème. Est-ce qu'on va donner raison à certains blancs qui pensent que la race noire est une race inférieure? Non. Vous voyez les Américains. Un Américain est fier. Noir ou bien blanc ou bien n'importe qui. Et j'étais à Washington, je vois un noir américain à la porte. Il te dit, "This is America." Il se sent américain. Il est fier. Mais quand vous voyez les Africains, ils se comportent comme des enfants. Donc si nous voulons reconstruire notre imaginaire aujourd'hui, nous devons nous inspirer de ce qui se passe en Amérique, avec Martin Luther King, avec Malcolm X. C'est comme ça que les Américains ont reconstruit leur imaginaire. Nous, nous avons encore l'imaginaire des esclaves. C'est notre plus grand problème. On préfère être divisé, discuter, on est content. Quand vous insultez votre propre pays, il y a un problème. Je vous donne encore un autre exemple. Nous sommes au Maroc avec un ami. On discutait sur notre pays. Mais il fallait voir comment il parle de son propre pays, le Congo. Et l'ami marocain me pose la question, mais ça c'est un Congolais. Il y a une difficulté. On peut avoir nos différends, à l'étranger, on doit être unis. Mais ce n'est pas le cas. Comme on a déjà préparé les gens mentalement, il fait plaisir à quelqu'un. Ah, vous savez, le pays là est perdu. Ah, il n'y a pas d'avenir. Les gens sont contents. Mais ça crée une mentalité de défaite. On ne peut pas construire notre imaginaire. Donc il faut construire un imaginaire de combat. Dans ce pays, il y a eu des hommes. Mzee Kabila, Lumumba, Kimpavita, Kimbangu, Moulele. Ces gens sont battus pour ce pays. Ils sont morts. Pour comprendre de vous aujourd'hui, avec un grand diplôme, vous n'êtes pas capable de vous battre pour que ce pays soit indépendant. Par contre, nous sommes les premiers à aller de l'autre camp quand il n'y a plus pas de rébellion. Il n'y a que des Congolais. Ça pose un problème. Donc, tout ce que je demande, c'est avoir confiance en soi-même. Être sûr qu'il neige ou qu'il pleuve, l'Occident est en perte de vitesse. On va s'en sortir, mais ça prendra beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de sacrifices. C'est ça mon point de vue en ce qui concerne la banalisation. Il ne faut pas désespérer. Ceux qui parlent là, il faut les ignorer.